Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui le module 7.1 en rappelant quelques informations sur le système nerveux et en ajoutant 2-3 petites notions, notamment sur l'activité neurologique, c'est-à-dire comment les neurones interagissent ensemble et comment la pensée finalement peut émerger de toutes ces interactions. Alors nous n'irons pas dans le grand détail de la neurologie, mais c'est juste quelques petites informations supplémentaires. On a déjà dit que les neurones fonctionnent par chemin. Donc lorsqu'on observe quelque chose, lorsqu'on analyse quelque chose, peu importe quelle est l'activité cérébrale qui est en jeu, ça n'est pas un seul neurone qui va être activé à la fois, mais bien plusieurs centaines, voire milliers de neurones qui vont s'activer les uns derrière les autres, créant ce qu'on appelle un chemin neuronal. Alors lorsqu'on enregistre une information, lorsqu'on mémorise quelque chose, eh bien on va activer tout un tas de neurones qui sont reliés les uns aux autres à l'intérieur de notre encéphale. Par exemple, lorsqu'on voit cet objet, cela active différents neurones les uns derrière les autres. Plus on va réactiver souvent un chemin neuronal, plus il va se renforcer. Alors en fait l'activation va devenir de plus en plus fluide, de plus en plus efficace. Donc si à nouveau on revoit l'objet, si on s'habitue à voir l'objet, c'est un objet qu'on va mémoriser et qu'on va enregistrer de manière très efficace. Alors ensuite évidemment lorsqu'on voit un objet comme la pomme qui est ici, on voit la forme de l'objet, on voit la couleur, ça peut nous rappeler éventuellement des saveurs, des odeurs, des situations dans lesquelles on a croisé cet objet et on finit par quasiment ne plus pouvoir oublier cet objet vu qu'il est associé à plein de chemins neuronaux dans notre encéphale. Lorsqu'on apprend à parler également, lorsqu'on apprend à lire, on associe des objets qu'on connaît à des symboles, des lettres. Donc là, si la personne voit des lettres, eh bien elle va créer un autre chemin qui va aller, par exemple, rejoindre l'aire visuelle. Donc elle voit les lettres et elle va être capable d'associer ces lettres à l'objet qui correspond. Donc c'est comme ça qu'on apprend à parler en fait, en associant des symboles et des sons, on va voir ça juste après, à des concepts que nous connaissons déjà. Donc les chemins neuronaux s'associent les uns aux autres sur des concepts reliés. Alors par exemple, si on indique à la personne que cet objet se dit pomme, eh bien ça va créer un autre chemin neuronal qui va être associé aux autres chemins qui existent déjà concernant ce concept. Donc lorsqu'on essaie de parler et de prononcer des mots, en fait ce sont les chemins qui sont associés au son du mot qu'on avait déjà enregistré, qui sont mis en action, et évidemment les chemins associés au mouvement de la bouche et de la langue qui vont être activés. Donc on voit qu'en fait tout est relié. Le fait de parler nécessite d'avoir enregistré des sons, nécessite éventuellement d'avoir enregistré, quand on sait lire, des lettres qui correspondent aux sons, etc. Et ce qui nous amène au concept global de plasticité neuronale. Lorsqu'on apprend des choses, eh bien notre cerveau crée des liens entre les neurones, entre les chemins qui existent déjà, ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Donc il y a tout un réseau gigantesque de neurones qui s'activent les uns à côté des autres lorsque on a un concept qui est mis en place et qui est analysé. Alors tout ça nous amène à une compréhension plus globale de tout ce que notre cerveau ou notre encéphale est capable de faire. On entend souvent parler de l'intelligence qui est en fait l'ensemble de toutes les aptitudes, de toutes les compétences que notre cerveau peut déployer. C'est un mot qui est utilisé de manière assez vague finalement, puisque ça peut correspondre à un tas de définitions possibles. Souvent, très souvent, l'intelligence est associée dans le langage commun à une capacité de raisonnement logique, mais en fait il faut bien comprendre que l'intelligence permet de bien comprendre les personnes, de bien communiquer, de résoudre certains problèmes, d'être empathique envers les autres, de
créer. Fait que l'intelligence est beaucoup plus globale, elle est reliée à des capacités d'abstraction finalement. Il y a un animal qui crée un nid coloré pour essayer d'attirer un partenaire, c'est le déploiement d'une forme d'intelligence. Donc on a souvent sur internet et dans les médias le mot intelligence qui est associé uniquement à une capacité de déduction logique. Alors on entend souvent parler du quotient intellectuel. Bon, le quotient intellectuel, dans la plupart des tests, ne mesure que la capacité à comprendre la logique qui est dans les concepts présentés. Par ailleurs, j'ai trouvé 3 tests qui sont particulièrement étonnants, en tout cas les 2 qui sont ici, qui sont soi-disant des tests de QI, et ça m'amène à vous demander d'être attentif et d'être sélectif dans votre envie de mesurer votre intelligence. Par exemple ici, test d'intelligence qui nous demande d'observer l'image ici. Bon, vous comprenez bien que c'est pas du tout l'intelligence qui est aucune intelligence n'est associée à la capacité de voir le chiffre, le nombre 74 ici, ou la capacité à décider quel animal nous correspond le plus. Donc c'est vraiment, la mesure d'intelligence, c'est quelque chose de très très subjectif et très très souvent associé à la logique. Et donc j'aimerais vous rappeler que l'intelligence est beaucoup plus globale et englobe énormément de concepts différents autres que la logique. On va revenir un petit peu à des notions plus concrètes. On a vu donc que l'encéphale, avec tous ces réseaux de neurones, est capable d'abstraction très avancée, de réflexion, d'analyse, de plasticité. Mais on a déjà dit plusieurs fois que la moelle épinière faisait partie du système nerveux central et que donc elle était capable éventuellement d'analyser des informations, comme elle fait partie du système nerveux central. Alors en fait, c'est pas tout à fait une analyse que la moelle épinière peut faire, mais c'est déployer une réaction très rapide. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle le réflexe. Par exemple, une personne qui se blesse au doigt a un nerf sensitif, on l'a déjà vu, qui va envoyer de l'information à la moelle épinière, et avant même que l'information soit transmise à l'encéphale en hauteur, eh bien la moelle épinière va déclencher une réaction et va activer un nerf moteur qui va entraîner la contraction du muscle pour retirer la zone qui est en train d'être blessée. Donc un nerf sensitif et un nerf moteur vont être activés sans qu'il y ait eu activation du cerveau ou de l'encéphale. Donc c'est à ce titre que la moelle épinière est capable d'action. Il existe plein de réflexes dans le corps. Lorsqu'on parle de réflexes, on ne parle pas de l'entraînement d'une personne, par exemple un sportif capable d'intervenir très rapidement, par exemple un goaler au hockey qui attrape la rondelle, ça c'est de l'entraînement, c'est une habitude. Là on parle vraiment de l'intervention de la moelle épinière rapidement sur un événement. Donc nos médecins, lorsqu'on fait certaines rencontres, lorsqu'on va voir le médecin pour différents problèmes de santé, il peut tester notre réflexe rotulien, par exemple avec un petit marteau en plastique, aller percuter ici la zone du genou pour voir si notre système nerveux fonctionne bien. Donc s'il y a bien une bonne réception du message, une bonne interprétation ou action de la moelle épinière et une bonne réaction finalement au niveau musculaire. Alors lorsqu'on regarde justement la moelle épinière, eh bien comme elle fait partie du système nerveux central, on va retrouver les mêmes couches de protection finalement qu'on avait nommées pour l'encéphale. Donc la moelle épinière est entourée de la colonne vertébrale, donc d'un ensemble osseux comme le crâne, et elle a également des méninges, donc des tissus protecteurs qui l'entourent. Et là on reconnaîtra bien la dure mère à l'extérieur, l'arachnoïde au milieu et la pimère juste posée à sa surface. Donc c'est comme ça que la moelle épinière est protégée. Quand on regarde un petit peu plus attentivement la moelle épinière, on voit que les nerfs qui arrivent, qui sont connectés à la moelle épinière, en fait se divisent, donc les nerfs spinaux se divisent en 2 branches. Donc chaque nerf spinal va avoir une branche qui part vers le haut et une branche qui part vers le bas. Alors en fait, la branche qui part vers le haut, qu'on voit ici avec le petit éclair
qui passe voilà vers le haut, c'est la branche sensitive. Donc tous les neurones qui sont utilisés dans la détection d'informations vont être envoyés vers le haut de la moelle épinière. Et ils sont relayés, donc ces neurones avec le petit courant électrique qui les parcourt, le flux nerveux, sont relayés par ce qu'on appelle des ganglions sensitifs. Donc, vous les voyez ici, ce sont les petits renflements qu'on voit du côté au-dessus finalement. Tous les neurones qui sont reliés à l'intérieur des nerfs, qu'on appelle les nerfs moteurs, la branche motrice finalement, sont vers le bas, et eux, donc, ce sont des neurones qui vont aller activer des muscles. Alors on avait vu que les nerfs spinaux sont des nerfs mixtes, donc il y a bien à l'intérieur du nerf spinal des branches sensitives et des branches motrices, mais juste rendu au niveau de la moelle épinière, il y a une division en deux parties, avec la branche sensitive et les petits ganglions qui relaient l'information, et la branche motrice qui part vers le bas ici et qui s'associe au centre ici. On termine par des petites précisions sur les tissus qui entourent les nerfs spinaux. Donc là on voit un nerf spinal avec la branche sensitive en haut et la branche motrice en bas. Alors en fait le nerf est recouvert d'une couche protectrice qui s'appelle épinèvre. Et à l'intérieur on retrouve les différents branchements, donc ce qu'on appelle des faisceaux finalement, des regroupements de neurones. En voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en voit 7. Et ces faisceaux, à noter que c'est le même terme que pour les muscles, ça s'appelle des faisceaux nerveux, et ils sont eux-mêmes recouverts d'une membrane protectrice qu'on appelle la périnèvre. Et évidemment, comme ce sont des cellules, eh bien, elles ont besoin de nutriments. Il y a des vaisseaux sanguins qui vont alimenter les nerfs finalement. Un des nerfs les plus connus, c'est le nerf sciatique, un des très longs nerfs de notre corps, qui part de la moelle épinière et qui descend dans la jambe, et qui, pour certaines personnes, va être bloqué, par exemple lorsqu'il y a une hernie, et qui peut entraîner des douleurs relativement importantes dans la jambe. À noter que les nerfs qui sont dans le crâne ne sont pas connectés à la moelle épinière. Évidemment, il n'y a plus de moelle épinière, donc les nerfs vont directement être reliés à l'encéphale, et on les appelle les nerfs crâniens. Alors ils ont tous un nom dépendamment de l'action qu'ils réalisent. On n'a pas à connaître ces différents noms, mais le nom général, donc, c'est nerfs crâniens. On voit bien qu'ils sont reliés à l'audition, à l'olfaction, à la vision, on en reparlera. Une maladie reliée aux nerfs, c'est lorsque certains nerfs sont constamment activés ou subissent des inflammations. Alors on va appeler ça une névralgie et ça peut entraîner des douleurs constantes. Voilà qui termine ce dernier cours du module 7.1 sur le système nerveux. Le prochain module portera sur les différents sens.